Allez, bonjour les souliens, bonjour les souliennes, les futurs souliens et les futures souliennes. Bien entendu tous les autres. Ce jeudi, une vidéo technique qui nous a été demandée, donc on va la traiter. Et donc on m'a demandé de traiter le sujet des voiles à enrouleur et la voile d'avant et également et la grande voile. Donc je vais me faire un plaisir de faire une vidéo technique là-dessus. En plus c'est un thème que j'aurais dû aborder depuis très longtemps. Moi j'ai beaucoup à dire dessus et ça va être assez intéressant. C'est un ami, alors là j'ai pas regardé, je vais dire une bêtise si je dis le prénom, donc je veux pas dire de bêtises, mais bon c'est un ami, voilà, on échange souvent sur WhatsApp et il m'a envoyé ce petit message là et je te remercie pour toute l'énergie que tu as chaque fois que tu m'envoies un message, ça me fait très plaisir. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore passés du côté obscur de la force, je vous engage à venir regarder les vidéos techniques, hein. Comme je vous l'ai dit, encore mardi, il y a 30 heures de vidéos à regarder. Je pense que même si vous en savez beaucoup, il y a toujours quelques trucs à prendre. Et si vous en savez pas beaucoup, il y a peut-être beaucoup à savoir. 30 heures, ça fait un morceau pour 5 €. Vous trouverez ça nulle part. Allez, c'est parti, les voiles sur enrouleur. Je vais boire un coup. Pas de café, il est 3 h de l'après-midi, ou 4 h moins 10. Allez, c'est parti. Alors, on va attaquer par la voile d'avant et on va faire la grande voile derrière. La voile d'avant. Alors, je suis assez gêné pour parler de ça parce que vous savez que quand j'essaie de traiter un thème, j'essaie pas de dire ce que je fais, j'essaie de dire ce qu'il faut faire. Et là, pour le coup, je fais pas ce qu'il faut. Donc je vais vous dire ce qu'il faudrait faire et après je vais vous dire ce que j'en pense et ce que moi je fais. Il est évident que avoir un génois enroulé sur l'avant c'est bien moins qu'avoir une voile tempête enraillée sur un été largable par condition de gros temps. Cette question-là, elle se pose pas pour plusieurs raisons. Déjà, un génois, c'est pas fait pour travailler enroulé, bien que petit à petit, ils améliorent les designs et les coupes. Ils mettent souvent 3 points détaillés sur la voile qu'ils estiment riz numéro 1, riz numéro 2, riz numéro 3. Mais la voile, elle n'a pas une superbe forme, elle n'est pas faite pour travailler comme ça. Deuxièmement, le problème de l'enrouleur, c'est que, mine de rien, quand tu vois la tension que tu mets sur l'écoute que tu ramènes sur ton winch, et la tension que tu as sur la drisse d'enrouleur, enfin sur l'écoute d'enrouleur qui est en bas, qui est toute fine, la tension que tu mets sur l'enrouleur, il faut pas que le truc, il se lâche en plein mauvais temps, ou en plein grain, ou en plein merdier, si je peux dire ce mot-là. Donc c'est pas fait pour. Donc effectivement la voile enraillée, elle a la coupe qu'il faut, elle est faite pour ça, elle est plus petite et c'est ce qu'il faut faire. Et vous allez me dire pourquoi tu le fais pas, Steph, alors que j'en ai une d'abord. Je le fais pas pour 2 raisons. Alors la première raison c'est que aller à l'avant du bateau, mettre une voile en place dans 3 ou 4 mètres de vague avec un harnais, une longe, on s'est compris, c'est quand même un sport. Faut la sortir de ta bague, enfin faut la sortir sous ta voile, il faut la mettre sur le pont, dans le sac, ça bat, parce que quand tu fais ça, il n'y a pas 20 nœuds de vent, on est d'accord, hein. On est passé à 30-35 nœuds, c'est le moment d'y aller, faut l'endrailler, ça flotte de partout, faut passer les écoutes, ou sinon il faut qu'elle soit à poste avant, mais bon, ça veut dire que tu as prévu le coup. Donc je trouve pas ça, alors forcément avant ils le faisaient parce qu'on n'avait pas la technologie qu'il y a avant, mais je trouve pas ça très sécure. Donc ça c'est une des premières raisons pour lesquelles je ne le fais pas. La deuxième raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que sur la voile d'avant enroulée, bon moi j'ai un bloqueur et un winch sur lequel je viens bloquer mon écoute d'enroulement et je m'assure
à 2000%. Donc moi, quand j'enroule et que j'ai mon génois qui est enroulé aux 2/3, non seulement je bloque le bloqueur, mon winch est plein, par-dessus le winch, je fais 2 demi-clés avec mon boot, et j'ai un taquet à côté sur lequel je viens le taper. Donc je ne suis pas à l'abri à ce qu'il y ait une poulie qui lâche sur le long du rail de phare, ou que mon winch s'arrache ou quoi que ce soit, je sais pas, on ne sait pas, tu vois, à un moment donné, c'est peut-être pas fait pour travailler dans des tensions comme ça, mais c'est sûr que même si j'en perds un bout et qu'il y en a un bout qui part, il est tenu, le bout, il partira pas. Et donc, je fais ça comme ça, et je pense que quand mon génois est déroulé complet dans 15 nœuds, ou on va dire, et que quand je suis dans 30 ou 35 en fuite, où il y en a un tout petit bout, vraiment le bout que je mets, il n'est pas énorme, et in fine, je pense que la tension qu'il y a dedans, elle n'est pas si grosse que ça. Je pense que là où on lui demande le plus, c'est quand on est entre 20 et 25 nœuds, où là on en laisse 2/3, et que tu vois, on essaie de remonter au pré pour aller dans un chenal. Il y a 25 nœuds devant, tu n'as pas laissé un bout de génois comme ça, pardon, tu as laissé un bout conséquent, il est enroulé, et je pense que c'est là où il y a le plus de tension dans l'enrouleur. Donc ça, c'est une première évidence. La deuxième chose que je voulais vous dire là-dessus, faites quand même attention. J'ai déjà vu des bouts d'enrouleur, alors pas quand on essaye de le rouler, mais rouler à fond, venir en butée, continuer à winch au winch et tout arracher. Mais ça n'avait pas détorsadé ou cassé l'été. C'était une des questions que tu avais quand tu m'as demandé de faire cette vidéo là. Donc ça n'a pas été le cas. Tu me demandais si ça pouvait casser. Ça ne m'est jamais arrivé, donc je vais dire que moi ça m'est jamais arrivé. Peut-être qu'il y en a un d'entre vous à qui c'est déjà arrivé. Si c'est le cas, revenez vers moi, ce serait intéressant et on partagera cette information là. Mais je ne connais pas qui que ce soit qui a arraché l'été. Normalement tu pètes le boot avant d'avoir arraché l'été. Donc ça, c'est mon retour sur la voile d'avant. Voilà, donc il y a la pratique, voilà, c'est un peu comme les quarts de nuit. Ce qu'il faut faire, c'est la voile d'avant, été largable, etc. C'est voilà. Maintenant, en ce qui me concerne, ce que je fais, je vais pas à l'avant du bateau parce que ça bat, parce que j'ai pas envie d'aller passer 45 minutes là-bas attaché à prendre des vagues dans le truc et sortir ma voile de la soute à voile, la préparer, la clipper, ça te flappe, préparer les écoutes, les passer. C'est vraiment un gros travail. Si tu l'as pas préparé d'avance, c'est assez compliqué. Donc c'est comme ça que je fonctionne. La grande voile. Alors, premièrement, avant de parler de fiabilité du système ou quoi que ce soit, il y en a qui ont des voiles verticales. Sur une voile normale, tu as les voiles qui sont les lattes, elles sont perpendiculaires au mât. Là, il y en a qui les ont verticales et il y en a qui n'en ont pas du tout. Alors, une grande voile qui n'a pas de latte, tu aurais un sac poubelle à la place quand tu fais du pré, ce serait pareil. Donc déjà, ton pré, voilà. Donc tu peux dire que ta voile, entre 35, 40 et 70 degrés du vent, tu as un sac de patates. Il ne se passe rien. Et même si tu as des lattes, c'est pas beaucoup mieux. Parce que ta voile, il faut qu'elle garde sa forme, son shape. Et c'est la latte qui est perpendiculaire qui lui fait garder son... Parce que ce qui fait qu'une voile, elle marche, c'est la différence des équipements de filet d'air entre l'intrado, donc la partie intérieure et la partie extérieure. Et il faut que cette courbe, elle soit... Si tu as une voile qui se casse comme ça, ou qui n'a pas la forme parce qu'elle n'est pas tenue, et même les lattes verticales, elles ne vont pas faire le travail, plus tu viens au pré, moins ta voile elle a d'efficacité. Donc une voile lattée dans un bateau... déjà qu'on a des bateaux où on a bien remonté les quilles, parce que maintenant on veut aller un peu, tu vois, moi j'ai 1m70, j'aurais 2m20, je fais un bien meilleur pré, hein, puisque forcément je fais moins de dérive devant, et alors en plus si tu as une voile dont l'intrado, l'extrado ne crée pas bien la dépression à l'avant pour t'aspirer, je t'explique pas le reste. Donc ça c'est la première chose. Suite à ça, la fiabilité du système,
Je suis assez partagé parce que je connais énormément de super Baramou qui n'ont pas trop de problèmes avec leur système de grand voile sur enrouleur. Donc je peux pas critiquer un système où il y a des tas de gens qui sont partis autour du monde et qui l'ont fait avec, et ça a été très bien, hein, donc il faut pas non plus être dans la critique absolue. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu des voiles sur enrouleur sur un Oyster 65. En 2 ans sur le bateau, on a dématé 2 fois à cause du système. Alors, les raisons qui sont assez régulières là-dessus, c'est un manque de tension sur la drisse de grand voile. Il faut absolument que ta drisse de grand voile soit super en tension pour que ta voile soit le plus étarquée possible à l'intérieur et qu'elle tourne. Donc ça, c'est une des raisons qui arrive souvent. Et la deuxième, c'est quand ta voile, tu l'enroules, elle fait des plis dans la gorge dans laquelle elle vient se mettre. Et des fois, elle n'arrive plus à sortir ou elle n'arrive plus à rentrer. Alors, le truc pour ça, c'est de faire tout doucement in, out, in, out, in, out. Et de tout doucement réussir à sortir ta voile ou à la rentrer. Je n'achèterai certainement, je pense, jamais, ou vraiment, il ne faudrait pas que j'ai le choix, le bateau il a ça et que le bateau il me plaît vraiment et que, voilà, faut pas jamais dire jamais. Mais sur un Oyster 65, je me suis vu grand voile complète dehors, le vent est en train de monter, je descends faire je ne sais plus quoi en bas. Il prend la bonne idée à mon propriétaire qui était à bord de vouloir rentrer la grand voile. Il en a rentré 1 mètre et il nous l'a bloqué. On n'a jamais pu la débloquer en faisant in-out ce qu'il fallait. Et là maintenant tu fais quoi quand tu as une voile qui fait je ne sais pas combien de mètres carrés, qui est complètement ouverte pour rentrer dans un port ou aller te mettre à l'abri quelque part quand il y a du vent? Eh ben, je peux t'assurer que c'est assez rock'n'roll. Ça s'est soldé par ma seconde équipière à l'époque. Messieurs, apprenez à prendre la barre à vos compagnes. Donc, qui s'est mis à la barre. Donc, on a pris le bateau, on a été se mettre caché derrière l'île sur laquelle on était à Lanzarote d'ailleurs. Je peux même vous dire où c'était. Donc on est rentré comme si on rentrait dans la marina Rubicon pour aller se cacher le long de Playa Blanca là. Là, il y a quelqu'un qui m'a monté au winch en tête de mât, donc un mât de 27 ou 30 mètres sans échelle de mât, pour que je finisse au couteau dans la gorge à essayer de couper la drisse de grand voile pour que finalement la voile tombe sur le pont des 4 personnes qui étaient là. Ils ont ramassé la voile sur la huche parce que sinon on était incapable ni de mouiller ni de rentrer dans la marina. Ça s'est bien passé. Ça aurait très bien pu finir avec un désastre. Ils ont de la chance, ou j'ai de la chance. Voilà, ils ont un skipper qui n'a pas peur, qui est monté, machin. Il y a une hôtesse qui sait tenir la barre. Mon propriétaire, je l'avais, voilà, il était pas bon en bateau, mais je l'avais bien briefé sur comment monter un mec au winch, comment on faisait descendre. J'avais confiance là-dessus, on l'avait fait 2-3 fois, donc il était capable de m'amener en haut et en bas. Et on avait un winch électrique. Donc il m'a monté, on a fait le truc, on a tombé la voile. Moralité, tu te retrouves à devoir, donc là c'était des... c'est reparti, forcément quand tu fais ça, l'écoute de grand voile elle part dans l'autre sens. Hein. Donc la drisse de grand voile elle part dans l'autre sens. Donc tu te passes à repasser la drisse dans le mât, remonter, refaire un œillet splicé, etc., etc. Parce que là dans le mât tu peux pas te faire permettre de faire un nœud de chaise, aller repasser le splice dans le bout, remonter. Bon, voilà, je vous passe le sketch. À côté de ça, on a notre ami à tous, pour ceux qui ont regardé ces vidéos, Eric Bilot, qui a fait un tour de l'Atlantique avec une grand voile sur enrouleur, et il n'a pas eu de soucis. C'était quelqu'un qui me paraît très méticuleux dans ce qu'il fait. Vous rappelez-vous la réparation qu'il avait fait sur son truc, c'était quelqu'un qui était assez précis. Et ça s'est bien passé pour lui, donc je reste sceptique sur le système. Je dis pas qu'il marche pas, mais moi j'en prendrai pas personnellement. Pas que je suis assez méticuleux, mais je fais souvent référence à ça, mais c'est Kersolon qui disait
En mer, tout va bien jusqu'au moment où tout va mal, et quand tout va mal, tout va très mal. Et le tout va très mal, souvent, c'est une accumulation de petits problèmes. Et donc, j'évite tant que faire se peut de me mettre des nœuds au cerveau sur le bateau. Donc, plus je peux avoir des systèmes simples, plus je vais vers des systèmes simples, et plus j'évite voilà, les dérives qui remontent, les machins, des bouts dans tous les sens, des systèmes. Voilà, un système qui peut se bloquer. Moi, j'ai une grande voile qui descend, elle a 3 ris. J'ai pas des ris automatiques ni quoi que ce soit, c'est des ris qui se prennent en pied de baume. J'ai même pas de crochet sur le bord de ma baume, vous avez vu, c'est un bout qui passe de l'autre côté qui sert sur un taquet. C'est simple, efficace et ça marche tout le temps. Voilà. Un bout qui s'use, tu le changes super facilement, t'es pas obligé d'aller démater le bateau s'il y a un problème. Je suis assez pour ça. Par contre, je peux comprendre que arriver à un certain âge où, pour des raisons de navigation en famille, où tout le monde, on n'est pas assez confirmé, sa compagne, elle se sent pas qu'au début, on se sent plus rassuré d'avoir une voile sur enrouleur qui est facile à gérer, mais si ce n'est que pour des raisons d'équilibre ou de non-capacité de venir au pied de mât, je vous assure qu'une voile à prise de riz normale, si tu anticipes les choses et que tu le fais pas nez dans le vent, on l'a fait l'autre jour avec les garçons. Je vais vous faire des vidéos là-dessus, hein, j'attends que mon pote David arrive. On va vous faire les vidéos sur surtout la mise en spi, la mise au génois sous tangon, les prises de riz, etc. On va avoir 4 caméras, on va vous faire ça nickel avec des plans, vous n'allez pas avoir à revenir dessus. Je veux le faire bien une bonne fois pour toutes. Ça arrive, je suis désolé, mais soyez un petit peu patient. Mais moi je pense que vraiment une prise de riz, une voile 3 riz facile à prendre, t'es jamais embêté. C'est mon point de vue, je sais que certains ne le partagent pas. Voilà, vous m'avez demandé de faire une vidéo là-dessus, c'est mon ressenti. Mais encore une fois, je suis pas à 100% négatif dessus, moi voilà, je ne le ferai pas. Je pense que j'ai répondu au système de la voile sur enrouleur. Ouais, je crois que c'est bon. Et encore une chose, vous vous rappeliez que sur les prises de riz automatiques du cockpit, je vous avais dit, ce qu'il faut absolument, c'est l'effort que vous ne faites pas pour venir en pied de mât pour faire la prise de riz, vous la faites quand vous faites votre prise de riz, bien regarder entre votre pare-vague et votre bimini, regardez ce qui se passe pour pas bloquer quoi que ce soit et pas péter un riz ou quoi que ce soit. Et là, sur les voiles sur enrouleur, c'est exactement la même chose. L'effort que vous n'avez pas à faire pour venir à l'avant pour faire la prise de riz, il faut la faire, donc il n'y a pas de prise de riz parce que là ça s'enroule, il faut la faire à vraiment regarder que vous gardez la bonne tension des deux côtés. Vous ne pouvez pas être le nez sur le winch à faire un enroulement d'une voile sur enrouleur dès que vous prenez du gros temps. Et bien souvent, il est très difficile d'enrouler au près pour des raisons de force du vent dans la voile, ce qui va vous obliger à bien abattre. Ou sinon, parce qu'il y a trop de pression, ou sinon à vraiment venir face au vent et venir en état de fasaillement. Et en état de fasaillement, c'est un peu casse-noix parce que tu veux pas qu'elle bourre et qu'elle fasse des bourrelets dans l'entrée du mât. Donc c'est un peu compliqué. Quand tu es trop serré, il y a vraiment trop de tension dessus. Si elle prend un peu trop, si tu es à 60 degrés, c'est déjà trop. Donc il faut vraiment trouver j'en parle parce que c'était comme ça sur l'Oyster, il faut vraiment trouver le bon ajustement où tu es assez haut au vent, pas trop dans le vent. Voilà, c'est un ratio qu'il faut bien trouver l'équilibre à la barre et bien regarder ce que tu es en train de faire quand tu l'enroules. Encore une vidéo de 20 minutes, je m'en excuse. Voilà pour les voiles sur enrouleur, pour la voile d'avant et la voile de la grand voile. Et je vais en profiter pour parler d'autre chose, tiens, tant qu'on y est, il y a certains d'entre vous qui ont peut-être des Gennaker. Souvent ces Gennaker, ils sont sur des enrouleurs automatiques, c'est une espèce de grand volant comme ça, où il y a une écoute qui fait le tour, et ça marche dans les deux sens, tu tires dans un sens et dans l'autre. Au moment où tu laisses une once de liberté ou de non-tension là-dedans,
ton Gennaker se déroule et part. Je pense que tous les gars qui en ont un, ça leur est arrivé une fois que ça se déroule parce que ça s'est défait du taquet. Alors je ne dis pas que ce n'est pas utile et bien, je vous dis méfiez-vous vraiment de ça, ces espèces de gros enrouleurs à tambour là. Je ne les aime pas du tout et tous les gens, je pense à mon pote sur Cigale, combien de fois il s'est trouvé avec le Gennaker à moitié ouvert et à devoir abattre, à plus savoir quoi faire parce que bon, un Gennaker quand ça bat ou dans un gros coup de vent. Je vous déconseille pas de les avoir mais vraiment faites-y très attention, je trouve que le système manque encore de sécurité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que vous en avez appris un peu plus pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui savaient que ça les a confortés, et que peut-être si certains d'entre vous ont des voiles sur enrouleur, peuvent peut-être poster un post sur la page Facebook, que je lirai et que je publierai sûrement si je le trouve intéressant. Encore une fois, merci à tous et à toutes, ça me fait de plus en plus plaisir de passer du temps avec vous. Même si voilà on n'est pas là, mais voilà, ça me fait plaisir qu'on se retrouve 2 fois par semaine comme cela. On est en train d'arriver à la fin des 100 vidéos, hein. Vous avez vu, on est à 82, 83 ou 84, je sais pas à combien on en est. Je vais pas arrêter, je me suis dit, alors là je vous le dis parce que je passerai peut-être à plus à 2 mais 1 par semaine. Mais beaucoup plus qualitative. Je pense qu'on va revenir sur pas mal de vidéos que j'ai faites où il n'y avait pas trop d'images de démonstration. Là on sera 2 avec David et on va vraiment monter en qualitatif. Et voilà, des sujets, il m'en vient tout le temps. Vous voyez, la Dynéma de l'encre, vous allez voir, on va revenir là-dessus. Et donc on va continuer. Alors peut-être que de temps en temps j'en posterai 2 par semaine. Mais je ne vais pas lâcher. Voilà, le chiffre 100 c'était pour donner un truc. Donc vous allez retrouver, peut-être qu'un jour il y aura 100 heures de vidéos techniques. On ne sait pas, là on n'en est pas loin de 30. Mais on ne lâchera pas à la 100e. C'est pas l'idée, je ne vous lâcherai pas en cours de route. Et surtout, revenez avec des questions. Posez-moi des questions sur des vidéos. Je vais les faire. Maintenant que je vais avoir pratiquement abordé toutes celles que je voulais aborder et qu'on va finir là vraiment les vidéos sur les voiles, comment on les grée, machin, etc. Je suis là pour vous faire plaisir et n'hésitez pas, je le dis assez souvent, il n'y a pas de questions stupides. La seule question stupide, c'est celle qu'on garde pour soi et qu'on n'ose pas dire. Donc n'hésitez pas là-dessus. Allez, j'en fais pas plus. Je vous dis à dimanche, on est en train de remonter tranquillement. On va vous faire de belles images. Merci à tous et à toutes. Et à très bientôt. Ciao, ciao.